Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Lord Associés pour VK. On va parler du grand retour, comme tous les 6 ans, de la période particulière où la communication locale est corsetée en période préélectorale. Mais tout de suite, les brèves de la semaine, avec une affaire amusante d'un agent qui se dit « Tiens, et si je passais un congé en Thaïlande, un congé en métropole, un séjour d'un mois, le tout pour une journée d'examen, et on dirait que tout ça, c'est des déplacements professionnels. » Bah non, ça marche pas. En matière de contrat, le Conseil d'État, le 23 mai 2025, a précisé à partir de quand la divulgation d'informations considérée comme confidentielle va-t-elle conduire ou non à l'annulation de la procédure, pendant que le tribunal administratif d'Orléans nous a dit dans quelle mesure on peut ou pas s'écarter du formalisme exigé pour la présentation du mémoire technique de l'offre. On regarde ce qui a été écrit dans le DCE. En matière d'urbanisme, vous savez, quand il y a un recours, on doit le notifier, sinon le recours tombe. Oui, mais est-ce que je dois encore le faire si c'est un recours en urbanisme, mais qui ne porte plus sur l'urbanisme? C'est-à-dire que les questions d'urbanisme ont déjà été traitées, et on est sur des queues de dossiers sur lesquels il n'y a plus d'aspect de droit de l'urbanisme. Eh bien, la réponse est non. En matière d'élus, alors vous savez que l'actualité de cette semaine, ça a été la confirmation par le TA de Lille de l'inéligibilité, de la légalité de l'arrêté du préfet constatant la démission d'office de Madame Le Pen d'un mandat de conseillère départementale. Alors, franchement, il n'y a pas suspense. Elle a tenté une QPC. Ben oui, mais le Conseil constitutionnel avait statué il y a peu pour dire tout ce qu'il fallait en penser. Donc une QPC ne peut pas porter sur un sujet déjà tranché. Et on a dit oui, mais justement, le Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait prendre en compte un certain nombre de paramètres, de réserves à ce stade. Oui, mais au stade, justement, de la décision pénale. Madame Le Pen a été condamnée au pénal avec une peine accessoire d'inéligibilité, peine avec exécution provisoire, d'accord. Ça ne s'applique pas au mandat parlementaire, mais ça s'applique aux mandats locaux, c'est comme ça. Et à cette occasion, le Conseil constitutionnel avait émis des principes d'interprétation, mais qui s'imposent au juge pénal. La belle affaire, parce que le juge pénal, il ne motive pas ses décisions sur ce point. Bon. Une fois que c'est fait par le juge pénal, c'est plus trop discuté. Le préfet est en compétence liée, il n'a pas le choix. Pour les mandats locaux, il faut prendre un arrêté de démission d'office, et c'est ce qu'a constaté le TA de Lille. À suivre pour le volet pénal, normalement il y a appel avant les élections présidentielles. Autre sujet important en ce moment, c'est évidemment l'essor de cette nouvelle responsabilité financière des gestionnaires publics, RFGP ou RGP. Et justement, les juridictions financières viennent de publier leur recueil de jurisprudence 2024. Allez voir, c'est bien fait en plus. C'est en accès libre et gratuit sur le site de la Cour des comptes. Ce qui avait fait plus de bruit, mais il y a quelques temps, c'était l'affaire de Salange. Alors, il s'agit de quoi? Vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur la continuité écologique des cours d'eau. Le TA de Grenoble avait dit, non, il faut mettre fin à ce projet de barrage, ce qui avait été très discuté, mais la Cour administrative d'appel de Lyon avait censuré cette position du TA de Grenoble en urgence, sursis à exécution du jugement. Et c'est sur le fond maintenant que l'accès à Lyon vient de confirmer que oui, il y aura bien ce barrage. C'est important ce genre d'exemple parce que sur la continuité des cours d'eau versus d'autres usages et un certain nombre de choses de ce domaine-là, il y a quand même des guéguerres assez virulentes sur notre territoire. Grand cycle de l'eau toujours, la GEMAPI, confirmation, mais c'est intéressant de voir comment c'est fait concrètement. La Cour de justice de l'Union européenne nous dit que ne pas mettre régulièrement à jour ces documents de gestion du risque inondation, en l'occurrence en Grèce, c'est manquer au droit de l'Union et c'est se faire sanctionner par le juge européen. Le juge français, lui, Conseil d'État, a rendu une nouvelle décision sur les zonages. Alors, la règle est la suivante. Depuis la loi 3DS, je peux faire des zonages en matière d'eau, d'assainissement, au nom du fait que je suis au lendemain d'un transfert de la compétence. C'est une première chose. Deuxième chose, et de manière définitive au besoin, je peux, c'est le grand arrêt de base là-dessus, c'est Conseil d'État de Narbonne-Liberté 89, qui est un arrêt de 1996. C'est de dire, je peux faire, même au sein d'une même commune, des zonages tarifaires si les cycles de vie des investissements ou de dépenses le justifient. Oui, mais faut-il que j'ai un argumentaire dans ces cas-là, nous dit le Conseil d'État dans cette nouvelle décision du 21 mai 2025. Je peux pas juste dire, c'est le fruit de l'histoire, c'est comme ça. Non, il faut un argumentaire économique. Et cet argumentaire économique ou technique, on le sent bien sur l'alimentation d'eau potable ou sur l'assainissement collectif, mais
Mais sur le SPANC, c'est plus dur. J'ai pas de différence de cycle d'investissement, j'ai pas de différence de dépenses dans mes équipes d'un territoire à l'autre. Bah là, ça sera très difficile, nous le dit le Conseil d'État. À voir aussi en ligne, vous trouverez ça facilement, ou sur mon blog, la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies, qui est intéressante. Et puis, pour ceux d'entre nous qui sommes antillais, bah, il y a le problème des sargasses. Et il y a eu pas mal d'études, hein, mais la Chambre régionale des comptes et la Chambre territoriale des comptes de cet ensemble ont fait une étude intéressante sur la gestion des sargasses avec des grandes différences. Je sais pas, en Guadeloupe, un projet est en cours, par exemple. Et puis, le grand enjeu en ce moment, c'est comment adapter la France à plus 4 degrés. Eh ben, voilà déjà une première étape avec les recommandations, nombreuses, précises, intéressantes, de l'EGEDD. Voici ici les références. Bon, les références sont un peu difficiles à reprendre, mais vous allez sur le site de l'EGEDD, vous le trouverez facilement. Revenons aux Antilles, avec le scandale de l'usage de cette molécule qui est donc la chlordécone. Le préjudice d'anxiété, et au-delà des Antilles, ça intéresse toutes les questions de responsabilité. C'est l'indemnisation du préjudice d'anxiété, qui est quelque chose qui monte, qui avait, dans le cas de cette molécule reconnue par la CA de Paris en mars dernier, confirmé avec un mode d'emploi très proche par l'hôtel de la Martinique. Mais c'est compliqué à démontrer et les indemnisations sont chiches tout de même. Et puis, un arrêt intéressant du Conseil d'État sur que se passe-t-il quand j'ai une loi nouvelle, mais qui laisse subsister, même implicitement, la réglementation antérieure, mais ça peut s'appliquer également en droit des collectivités territoriales, hein, entre un acte réglementaire nouveau et ancien, ou un acte réglementaire nouveau, mais avec l'application d'un acte individuel d'exécution ancien ou d'un autre acte réglementaire. Mode d'emploi, donc 28 mai 2025. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, le retour des périodes préélectorales de restrictions en matière de communication locale. Globalement, depuis 1990, on a un régime qui fait que l'on a voulu, le législateur a voulu, casser ce qu'on appelait la primo sortant. Voilà. On va arrêter d'avoir des bulletins municipaux qui ressemblent à ceux de la Corée du Nord avec la photo des élus sur la moitié de la page à une page sur deux. Je caricature à peine. Et donc, l'idée, c'est que les moyens de la commune ne peuvent pas servir de manière ostensible un candidat ou un autre. Mais c'est pas uniquement les moyens de la commune. En fait, il y a tout un régime. Il y a même eu des cas rares, certes, où certains organes de presse ont pu être pris en compte comme ayant pu altérer la sincérité d'un scrutin. Ça, tout le monde l'a en tête et se dit, bon, bah, le tout, c'est de faire comme d'habitude. C'est loin d'être aussi simple. C'est loin d'être aussi simple. Allez, on va en dire deux mots ensemble, sachant qu'évidemment, c'est un survol beaucoup trop rapide. D'abord parce que si ce qu'on fait d'habitude est excessif, eh ben, ça marche pas. Et puis, il faut distinguer deux régimes. Le premier régime, c'est le deuxième alinéa du 52.1 du Code électoral, c'est j'ai interdiction de faire des opérations de promotion publicitaire, des réalisations de la gestion de la collectivité. Et puis j'ai un deuxième régime, c'est si je fais des dépenses, est-ce qu'elles peuvent être intégrées dans les comptes de campagne dans les communes de 9000 habitants et plus, au point d'être du pénal dans certains cas extrêmes, et ça même en dessous ce seuil, mais au point, plus usuellement, d'être réintégré dans les comptes de campagne avec des risques, de dépasser le plafond, de perdre les élections, une inéligibilité. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que le juge raisonne de manière totalement différente. Si j'ai une opération de communication, par exemple par la commune, ou par une autre collectivité, hein, je peux avoir la communication départementale prise en compte pour une élection municipale, par exemple, s'il y a un lien direct. Eh bien, est-ce que j'aurais, première question, changé quelque chose au résultat du scrutin? Si oui, ça peut être une violation du 52.1 du Code électoral, deuxième alinéa. La sanction sera donc à l'aune de l'impact sur le scrutin. Et à cette occasion-là, le juge va prendre en compte l'impact. Est-ce que je communiquais, par exemple, dans la circonscription communale ou en dehors? Est-ce que finalement j'avais quelque chose qui s'adressait à certains publics? Est-ce que finalement cette communication, elle s'est faite en octobre, alors que les règles dont nous parlons commencent à s'appliquer au 1er septembre?
Mais, bon, entre octobre et mars, les gens ont eu le temps, l'opposition a eu le temps de répondre, les gens ont eu le temps de se forger une opinion. Alors que la même chose, peu de jours avant les élections, aura un impact plus grand. Bien. Et puis la même opération va être prise en compte au titre de sa possible réintégration dans le compte de campagne. Et là, on va regarder combien ça coûte. En sus du point de savoir, évidemment, si c'est une opération de communication qui, en réalité, sert le candidat. Et là, peu importe que ce soit en septembre ou en février. Là, je vais prendre en compte non pas l'impact sur le résultat électoral, mais l'intégration dans les comptes avec les conséquences mécaniques. Donc des raisonnements très différents. Je peux avoir une grande prudence à avoir sur des questions de compte de campagne quand les sommes sont importantes, parce que même un petit pourcentage de réintégration est à craindre, alors que le raisonnement sur le 51 du code électoral ne sera pas du tout le même. Donc les méfiances ne sont pas les mêmes. C'est une double grille de lecture à avoir en permanence. Avec quelques souplesses quand même du juge. Par exemple, voici ici à l'écran des cas où on accepte que des opérations de communication lancées avant le 1er septembre puissent se prolonger après, mais il ne faut pas que ça soit grossier. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de supprimer certaines pages du site internet si elles ne sont pas déraisonnables. Après, ça veut dire que dans des présentoirs, on peut garder certaines brochures, mais avec prudence. Voici ici, encore une fois, des références. Sur les réintégrations dans le compte de campagne, je passe très vite, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis ici là, toute une série de jurisprudence, là encore, ou là encore, ou là encore. L'idée c'est de passer très vite. Je voulais vous donner plein de références pour que vous voudriez approfondir, sachant qu'évidemment, il m'arrive de faire des formations sur 2 jours là-dessus, où on peut, si on veut détailler, aller dans le fond et jouer avec, ça peut être passionnant, mais ça ne se prête pas à un survol rapide qu'on est en train de faire, bien sûr. Et puis il y a le deuxième régime, c'est le 52.1 du code électoral. D'ailleurs, souvenons-nous que dans cet article du code, il y a bien 2 alinéas qui s'appliquent. On pense toujours au second dont je vous ai déjà parlé. Il y en a un premier qui parle des procédés de publicité commerciale dans un certain nombre de cas. Bon, passons rapidement. Et focalisons-nous sur les critères de ce deuxième alinéa. Je vous en ai déjà dit un certain nombre de mots. Voici ici quelques illustrations jurisprudentielles. En voici d'autres qui sont tout à fait intéressantes. Mais on va retenir une idée simple. On a 4 indices. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est habituel et régulier? Ça, c'est l'indice que tout le monde connaît, évoque à chaque fois. Oui, c'est un indice. Mais encore une fois, est-ce que ce qui est fait usuellement est excessif ou pas? Deuxième indice, l'ampleur de la diffusion. Troisième indice, est-ce que j'ai une référence aux élections ou pas à venir? Je peux avoir parfois d'ailleurs des choses qui ne sont pas faites exprès, qui se retrouvent, je peux avoir un dossier spécial de mon bulletin municipal, et ça devient un thème de campagne à l'initiative de l'opposition. Peu importe, ça pourra quand même avoir un impact sur le scrutin, même s'il n'y a pas de preuve d'un élément intentionnel. Et quatrième indice, le contenu de la diffusion, ce qui est très légèrement différent de la référence aux élections à venir, mais est-ce qu'il y a un lien avec la polémique électorale? En pratique, tout ceci nécessite une analyse support par support. À l'heure des réseaux sociaux, on est sur des éléments très différents. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, souvenons-nous que par exemple, votre page Facebook, il y a un certain nombre de jurisprudences selon laquelle vous êtes obligé de les utiliser comme si c'était un bulletin municipal pour ce qui est de l'accès aux pages de l'opposition, qu'il y a, par exemple, sur Twitter, un certain nombre de cas où, d'une manière générale, on ne peut pas bloquer les followers ou dans des cas extrêmes seulement, qu'il y a une distinction à faire entre les réseaux sociaux des élus et ceux de leur page personnelle. Oui, sauf qu'en pratique, c'est embrouillé dans la vie réelle. Il faut s'opérer cette distinction tout de même. On a les inaugurations, la planification des inaugurations, par exemple, est également un paramètre. Plus on s'approche de l'élection d'ailleurs, pour la partie 52.1 du code électoral, plus il faut être dans le purement informatif et moins dans la communication, ce qui nécessite souvent une programmation. C'est-à-dire que d'ici à fin août, par exemple sur les bulletins municipaux, on traite des sujets comme on le veut dans les limites du droit habituel. Ensuite, plus on va s'approcher de mars, plus on va être neutre, moins on va être polémique. Je ne sais pas, moi, vous envisagez d'inaugurer votre médiathèque en septembre, c'est peut-être mieux de le faire fin août, parce que vous pourrez communiquer à ce moment-là. Et puis à partir de début septembre, on peut encore communiquer un petit peu, mais piano, et on va glisser vers du purement informatif, sur les horaires, sur 2-3 choses comme ceci.
Parfois, on peut avoir d'ailleurs des manifestations ou autres que l'on voulait organiser et qu'on a intérêt à ne pas organiser, tout en accueillant l'envie spontanée de certains d'organiser telle ou telle manifestation en dehors des fonds publics. Donc il y a un travail de programmation à ce titre à faire pour avoir une communication de plus en plus neutre à partir du 1er septembre et devenant très neutre ensuite pour la partie L51 du code électoral, et à faire très attention aux questions de dépenses, et là cette fois-ci avec une vraie couperet point et simple à partir du 1er septembre. Et puis aussi autre chose, on va souvent voir des gens comme nous pour dire ah bah attendez maître, du coup sur telle nouvelle page de site internet, de bulletin municipal ou autre, est-ce qu'on est dans les clous au regard de la communication en période préélectorale? Et là, deux remarques. Première remarque, on ne peut pas regarder ça sans avoir une vision un peu globale de ce qui a été fait. Un dérapage limité pourra devenir en réalité considérable si c'est le 10e dérapage sur une période de 2 mois. Il faut avoir une idée aussi de ce qu'était la communication préalable. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que souvent, on boucle les questions de communication en urgence, à 12 heures de la mise sous presse ou autre. Ce n'est pas très adapté à ce dont nous parlons. Parce que très souvent, une bonne idée qui peut s'avérer désastreuse en droit préélectoral peut être sauvée intelligemment si on se donne une journée ou deux de réflexion. Si on en parle un peu, vous voyez, c'est pas un coup près, oui, non. On en parle, ah oui, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? On peut ajuster. Ça nécessite un tout petit peu de temps pour qu'on ait tous le temps d'avoir l'esprit d'escalier. Adaptez un peu vos programmations sur ce point. Et puis je vais finir par un petit truc amusant. Alors après, il y a d'autres éléments, hein, pendant cette période-là, le droit de l'injure et de la diffamation, enfin, il y a plein de choses à connaître. Mais je vais finir par vous montrer très vite 5 jurisprudences. N'hésitez pas à mettre sur pause. Tirez des dernières élections municipales, donc des décisions de 2021-22, et vous allez voir que, par exemple, quand on va communiquer dans la sphère associative ou municipale sur des cadeaux que l'on fait ou des actions un peu médiatiques que l'on fait et qu'on surmédiatise, eh bien, vous allez voir que le juge apprécie ceci comme étant de nature à vicier ou non le scrutin de manière très aléatoire. Je vais passer juste rapidement, mais vous allez voir que par exemple on a des chèques alimentaires, pourtant nouveaux, mais bon, il y avait la pandémie, on communique dessus et pourtant ça ne vicie pas le scrutin. Inversement, des colis alimentaires pendant la pandémie a pu constituer une manœuvre électorale, essentiellement parce que, même si en l'espèce les quarts de voix suffisaient pas pour annuler les élections, mais alors que c'était presque la même chose que dans l'affaire précédente. Eh bien oui, mais c'était mieux conçu, mieux vendu. Troisième exemple, distribution large de masques, moult communication. Bon, bah là ça passe. Distribution large également de masques, communication. Mais il y avait la photo du candidat. Mais dans l'autre cas, on savait très bien qui c'était quand même aussi. Ah bah là, pour le coup, ça marche. Pas. Ça peut vicier potentiellement le scrutin. Et puis, en revanche, un don médiatisé d'une association, mais présidée par le candidat, aux écoles avec des gros chèques, etc. La presse, ah ben non, là, c'est bon. Et bon, c'est difficile à prévoir. Donc prudence sur tout ceci. Voilà. Allez, on se voit pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition des 10 minutes juridiques, avec cette fois-ci plus classiquement un dossier avec une interview. C'est concocté par notre cabinet, Landau Associés pour VK. Pensez aux abonnés, c'est par là. Merci, à bientôt, au revoir.